Serge est avant tout un ami de la Cinémathèque, un collègue, voilà, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ici, avec qui on travaille régulièrement, avec qui on échange, avec qui on va le voir ce soir, puisque Poil de Carotte, c'est une restauration à partir d'un élément de la Cinémathèque. À partir de plusieurs éléments, mais à partir d'une envie commune de Voilà. partir de ce plan-là. En fait, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est aussi l'occasion là d'évoquer d'autres projets qu'on aura peut-être dans les mois qui viennent. Alors, Serge a joué le jeu de tous les invités, c'est-à-dire qu'il y a une programmation, vous l'avez vu, en quatre titres. C'était un peu compliqué parce que, bien sûr, avec Serge, on parle de 10 000 titres et de 10 000 projets, de 10 000 restaurations. Mais voilà, Serge va peut-être en dire deux mots, mais c'est vrai qu'on a essayé de resserrer ça aussi autour de 4 histoires de restauration, justement menées par l'Obster Film, créé en 1985 par Serge, avec Éric Lange aussi, dont tu vas parler. Et puis vous avez vu peut-être hier et aujourd'hui, ces restaurations très, très diverses. Et à chaque fois, bien sûr, Serge parle aussi de la partie technique, d'où est-ce qu'on part, quel travail on réalise, à partir de quels éléments, les difficultés qu'on rencontre, les obstacles, etc. Et ça, c'est vraiment très important aussi de rentrer dans le concret du travail de restaurateur. Et justement, Serge, alors on l'a dit, mais je vais le redire quand même parce que c'est assez drôle, un collectionneur, un restaurateur, un réalisateur, un producteur, un directeur artistique, puisque tu as été directeur du festival d'Annecy de 1999 à 2012, un animateur de télévision, plusieurs émissions très connues notamment sur l'animation, un fondateur donc d'une société, l'Obster, PDG de société aussi, on peut le dire, directeur de collection, administrateur de la Cinémathèque française, président du conseil d'administration de l'ECPAD depuis 4 ans. Du Cinéma des Armées, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le CPAD. Tout à fait, le Cinéma des Armées. Et puis, bien sûr, un homme aussi de spectacle, accompagnateur, pianiste, bonimenteur, etc. Donc ça fait beaucoup de casquettes. Et là, effectivement, on se dit, mais par quel bout on prend Serge Bombert, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, par quel bout on commence? Alors, on parlera bien sûr, on peut évoquer beaucoup de choses. Ce que je vais essayer de faire, Vous avez du temps jusqu'à demain quand même. C'est peut-être de faire 3 grands chapitres dans ces discussions. Commencer par le collectionneur, parler, on va dire, de la naissance de la passion qui anime toujours Serge, cette passion pour le cinéma, pour les films anciens, donc parler de cette passion jusqu'à la création de l'Obster en 85, qui marque vraiment une étape importante dans ton parcours, et parler bien sûr, en profiter pour parler du travail qui est toujours mené par l'Obster Film, par l'équipe aujourd'hui, et puis deuxième partie, peut-être plus parler du restaurateur, puisque comme je le disais, il y a beaucoup de projets qui sont menés. On pourra en citer plusieurs, mais peut-être s'intéresser plus particulièrement au projet Méliès, qui t'a occupé quand même pendant plusieurs années, avec l'intégrale de Méliès qui est sortie. Et c'est vrai que comme on a une exposition Méliès pendant le festival, je pensais que c'était bien de parler de ça. Et puis peut-être finir par la partie réalisateur, et notamment revenir sur cette grande aventure qui a été l'Enfer. Avec, non mais en quelques mots, parler quand même voilà, le fait que tu as eu le César du meilleur documentaire en 2010 pour ce film, c'est pas rien. Dire un mot aussi du voyage extraordinaire autour justement de cette aventure sur la restauration de Méliès. Et puis évoquer les projets, parce que c'est toujours ça qui est bien aussi avec toi, c'est que tu es toujours aussi dans ce qui va venir, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est toujours, voilà, c'est ce carburant aussi que tu as qui est toujours très plaisant. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je pense que je fonctionne aussi un peu comme ça, et voilà, tu as toujours 50 000 idées, tu as 50 000 choses en cours, et ça voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, mais il reste tellement de films ou hier, il y a tellement de films encore à restaurer, tellement de films à montrer, à partager. Et c'est vrai que l'Obster, c'est ça. La création de l'Obster, c'est vraiment ça qui est l'origine. La création de l'Obster, c'est une passion. C'est-à-dire qu'en gros, j'aime tellement ça, j'aime tellement partager les images. En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est de partager les films et de les faire vivre. Donc, la restauration est un moyen. Le fait de retrouver les films est un moyen. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens. Donc, rencontrer des gens qui ont des films et qui ne savent en général même pas pourquoi ils les ont, dans des caves, dans des greniers, dans des brocantes. C'est intéressant, on raconte l'histoire des films. Puis après, s'asseoir avec des gens pour essayer de les restaurer, retrouver d'autres éléments, quelle stratégie, trucs. Donc c'est des choses assez formidables. Et puis au final, montrer les films, c'est-à-dire que les films aillent rencontrer les gens et qu'ils reprennent vie. Donc quelque part, le cinéma est un prétexte à la rencontre.
rencontre. Et il y a beaucoup de gens qui vont sacraliser le cinéma d'auteur, le machin, les trucs. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus roots, enfin, plus avec mes tripes, quoi. Un film me plaît, ça ne veut pas dire que il y a que les vieux films ou il y a que les films d'un tel genre ou tel autre. Je suis omnivore. J'ai adoré laisser les cadavres bronzés là tout à l'heure. C'était formidable. Alors que c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on pourrait imaginer être mon panthéon cinématographique. Mais la réalité, c'est que le cinéma, à partir du moment où il y a de la rencontre, il y a de la magie. Et c'est ça qui m'a plu. Dès que mon père a amené un projecteur à la maison, je devais avoir une dizaine d'années, il m'a passé un film de Charlot en Super 8. Et ma première pensée, ça a été, je vais inviter tous mes copains et on va tous se passer le film de Charlot. Et c'est comme ça. Quand je retrouve un film, ma première pensée, c'est avec qui vais-je le partager? Quand on a retrouvé en 93, Non, tu exagères, un film avec Charlie Bowers, qui est l'une des grandes vedettes de la Cinémathèque de Toulouse, que Raymond Borde l'a identifié, etc. La première personne à débouler dans mon bureau à Paris, c'était Jean-Paul Gors, pour regarder la copie, la comparer avec la sienne. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré la Cinémathèque de Toulouse. C'était il y a 26 ans, et j'ai l'impression que depuis, on est comme des frères siamois. Donc c'est ça. La réalité, c'est que raconter l'histoire de Lobster, bon, on crée une entreprise, l'entreprise rencontre un certain intérêt, parce qu'il y a personne qui fait ce travail-là d'un point de vue en dehors du cycle institutionnel. En gros, faire des émissions de télévision. J'anime toujours l'émission Retour de flamme sur Ciné Plus classique. Je fais des spectacles avec des films anciens dans le monde entier, et j'en fais 5 ou 6 par mois. Je rencontre des gens, vraiment, je vais dans tous les coins de la planète. J'y passe des films extrêmement divers. À chaque fois, on me dit « Ah, il y a tel film, tel machin ». Je me souviens, pour une histoire, j'arrive à San Francisco, au Festival de San Francisco du film muet. Je devais arriver à 2h de l'après-midi, l'avion a été retardé. J'arrive à 9h du soir. Il est donc 6h du matin, heure française. Je suis complètement décalqué. Je vais quand même voir le dernier film de la soirée au Castro Theater, et je vois Gardien de phare de Jean Grémillon, qui est un film époustouflant, mais dont la copie japonaise, qui est la copie de référence, est très abîmée, et tout le monde le sait. Je sors de là et je me dis, il faut absolument que je restaure Gardien de phare. Mais je tiens plus debout, quoi. Je suis complètement crevé. Et faut que je restaure Gardien de phare. Et j'arrive devant le Castro, il y a un taxi qui est là, qui va me ramener à mon hôtel, qui est à 3 minutes, mais je peux plus marcher. Et il y a les filles du San Francisco Film Festival qui sont là, et je leur dis, je veux restaurer les Gardiens de phare. Est-ce que vous pourriez me donner un moyen de contacter Isashi, qui est le patron de l'archive japonaise? Ouais. Et monte dans le taxi. Et je monte dans le taxi. Isashi allait dans le même hôtel. En 3 minutes, on a décidé de restaurer Gardien de phare. C'est pour bientôt. Mais c'est vous dire, voilà, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, on peut avoir des envies tellement incroyables que ça ne peut que se faire. Alors, juste Serge, avant justement d'arriver à Lobster, qu'est-ce qu'il y a entre ce moment où que tu as ces premiers, cette étincelle, on va dire, avec cette première projection à la maison, et puis Lobster, quel est ton parcours juste avant? Comment tu arrives à cette... Mon parcours, j'adore le cinéma, je veux faire du cinéma. Mes parents me disent, j'ai des témoins dans la salle, mes parents me disent, tu passes un diplôme, n'importe lequel, parce que le cinéma c'est trop risqué. Donc comme je suis partisan, vous savez, il y a 2 sortes de gens. Quand on a un sparadrap, il y a les gens qui veulent le retirer lentement, ça fait pas mal, mais très longtemps. Et puis il y en a d'autres, ça n'a même pas le temps de se rendre compte, ça fait très mal, mais voilà. Et moi je suis plutôt du deuxième genre, quoi. Faut tirer dur. Donc j'ai pris une brochure qui s'appelait l'ONICEP, et le truc de toutes les formations, et j'ai regardé un seul truc, c'est durée des études. Et je me suis dit, je prends l'étude la plus courte. Et c'était le commerce. Alors, j'ai fait une prépa, je sais pas quoi, j'ai passé 10 concours, j'ai pris la meilleure des écoles que j'avais, parce que c'est 3 ans à chaque fois. Pendant 3 ans, j'ai fait le ciné-club. Et puis à la fin, je me suis dit, bon, je vais monter une boîte de production, machin, en sachant très bien que mon avenir n'était pas... Il était aussi dans la production, mais quelque part, que ma passion n'était pas là. Ma passion, c'est d'être au service des autres. Et en l'occurrence, d'être plutôt au service des autres quand ils sont morts, ce qui leur évite de discuter avec moi. Quand je travaille sur les Méliès,
Aucun problème. Alors que, non mais sans rire, vous pouvez pas imaginer ce que c'est d'être en restauration avec par exemple, restauration sonore. Je me retrouve avec, allez, on va prendre quelqu'un qui n'est plus là, Jean Devèvre, le réalisateur de Caroline Chéry, etc. Et il est à côté de moi et on est en train de restaurer le son de Caroline Chéry. Et il dit, ah là, je voudrais qu'on rajoute un coup de feu parce que je voulais un coup de feu, mais à l'époque, on n'avait pas eu le temps de le mettre. Donc est-ce que vous pourriez le mettre ? Alors on dit non, nous on est des restaurateurs, on est commandité par Gaumont pour restaurer le film, mais pas pour le modifier. Ah mais je suis quand même le réalisateur, moi je le voulais mon coup de feu. Et du coup, on passe 2 heures sur un coup de feu, voilà. Et alors que, par exemple, avec une autre histoire, Marcel Carné, Les Enfants du Paradis, on restaure ça en 90, le son. Marcel Carné, alors on prépare le truc à mort, et évidemment, le jour où Marcel Carné vient, il y a tous les reporters, les machins, les trucs. Alors on s'assoit avec Carné, et voilà, un truc, il est là, et on met Les Enfants du Paradis, et puis on est sur le boulevard du crime. Et il dit, on ne pourrait pas entendre un petit peu plus les voix parce qu'on entend beaucoup la foule, mais on n'entend pas assez les voix. Ah oui, mais le problème, c'est que vous savez, Monsieur Carné, nous n'avons que la bande mixée. Donc en fait, si nous montons l'un, nous montons l'autre. On peut peut-être filtrer un peu. Mais enfin, non, mais faites un peu plus fort, s'il vous plaît. Bon, on fait un peu plus fort. Voilà, et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est bien. Mais il faudrait monter un petit peu la foule, là. Alors, on a monté un petit peu. Et en fait, il était totalement sourd. Donc en fait, on a mis les potards à fond. Pendant un quart d'heure, il entendait bien. Les reporters ont pris les photos, il est parti et on a tout remis aux normes. Bon alors, comme tu as toujours un coup d'avance, donc bien sûr, tu parles déjà de restauration. Je reviens encore au début. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu commences avec 2 ou 3 copains Alors non, pas du tout. À rassembler les choses. Pas du tout. Je suis collectionneur depuis l'âge de 10 ans. J'achetais des films Super 8, puis des films 16. J'avais un oncle qui avait un projecteur et un cinéma dans sa maison de campagne et qui me passait de temps en temps des films. C'est drôle, je vous raconte une histoire. Alors voilà, un jour, il avait la 3200e. Il avait plein de films, mais vraiment plein de films. Dans son grenier, il y avait un billard et autour, il y avait plein de films en 16 et tout. Et un jour, il vient et il me dit, oh Serge, toi qui adores le cinéma, évidemment, j'étais émoustillé à chaque fois que j'allais chez lui, je vais te passer L'Introuvable. L'Introuvable, ouais. Et il sort un film avec Dick Powell qui s'appelle The Thin Man. Et il me le passe. Et je regarde ça et je me dis, oh, j'ai quand même une chance incroyable. Je regarde un film qui est introuvable et il l'a et il me le montre et je suis quand même l'un des seuls à avoir vu celui-là. Donc j'étais super content. Et pendant 40 ans, j'étais super fier d'avoir vu le film Introuvable. Sauf qu'en réalité, j'avais mal compris. Le film existe partout. Il y a un négatif, un machin truc. Simplement, la traduction française du film, c'est L'Introuvable. Donc sur un malentendu, je me suis retrouvé à voir un film perdu qui ne l'était pas. Et donc tu commences toi aussi ensuite à je monte ma société, j'essaie on vend des programmes courts à Canal+, des trucs à base d'images anciennes. Et puis bon an mal an, je me retrouve à la Cité des Sciences de la Villette, les hasards de la vie. Et en 89, les éditions. Oui, là tu t'occupes des expos, c'est ça? Des expos. Je suis responsable des expos, de l'audiovisuel des expositions. Ouais. On va pas parler de ça. Non. Et parce que là on pourrait. J'ai un truc génial là-dessus. Il n'y a pas d'histoire là? Ah si, une histoire incroyable. Le guide du placard, pour la prochaine fois, vous me le rappellerez. Et donc, en 89, les éditions Montparnasse m'appellent en me disant « Oui, vous connaissez le film ancien, vous connaissez bien les technologies. Est-ce que vous pourriez restaurer le son du Crime de Monsieur Lange, de Jean Renoir ?» C'est le premier film sur lequel nous soyons intervenus, mais à l'époque, les sons sur disque n'existaient pas, donc la restauration était très primitive. Et juste après, fort de la publicité qu'a donnée les éditions Montparnasse à cette restauration du film de Renoir, Gaumont m'a appelé en me disant « Est-ce que vous pourriez restaurer La Talente ?» Ce qui était un bon numéro 2. Et juste derrière, Pathé m'a appelé en disant « Est-ce que vous pourriez restaurer Les Enfants du Paradis ?» que depuis, nous avons restauré 3 fois, puisque les technologies ont évolué. Mais c'est vous dire à quel point j'ai eu de la chance, ou en tout cas j'étais le premier à l'époque à offrir ce service de restauration sonore, et du coup ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Et puis on a parlé de ça, et un jour en 92, une amie est venue me voir en disant voilà, j'ai une relation qui a une salle de spectacle qui s'appelle le Passage du Nord-Ouest, rue du Faubourg Montmartre. Il voudrait passer des courts-métrages de patrimoine, et il a un peu d'argent d'un organisme qui s'appelle Théâtre et Cinéma en Île-de-France,
France, Tessif, pour restaurer des films. Est-ce que ça t'intéresserait de restaurer tes films qu'on passerait dans notre salle, comme ça tout le monde est gagnant, toi tu as les films restaurés et nous on les passe dans la salle. Super, donc on y va, on fait ça, on restaure à peu près 1 heure de film et on cherche un nom pour le spectacle parce que c'est des courts-métrages et comme le film ancien s'appelait aussi le film Flamme, on s'est dit Retour de Flamme, ça peut être amusant. Donc on annonce qu'il va y avoir Retour de Flamme, des films muets. La salle avait un piano puisque c'était une salle où c'était pas des sièges comme ça, c'était des tables de bistrot et il y avait un bar dans un coin. Donc on pouvait regarder les films en buvant des bières et c'était assez génial. Et 1 demi-heure avant le début de la séance, le pianiste appelle en disant « Je suis désolé, je ne peux pas venir, trouvez quelqu'un d'autre ». Mais évidemment, impossible de trouver quelqu'un d'autre. Donc, j'avais 32 ans à l'époque, et 31, et ça faisait 15 ans que je n'avais pas touché un piano, et j'ai dit, c'est pas grave, je vais m'y mettre. Je me suis assis au piano. En un quart d'heure, j'ai essayé de me souvenir de tout ce que j'avais pu faire, et un quart d'heure plus tard, la première séance de Retour de Flamme commençait, et c'est comme ça que je me suis mis au piano, remis au piano. Alors, je passe donc à la restauration, tu as déjà un peu parlé. Comment tu abordes ce travail de restaurateur au départ? C'est des techniques que tu connais un peu, tu as été formé ou tu t'es entouré de gens qui maîtrisent les choses? On parlera après du son avec Diapason, mais alors, sur l'image déjà. Je vais dire un truc, c'est très drôle. La réalité, c'est que la restauration, quand je commence à travailler, n'existe pas. Voilà. On recopie des films sur d'autres films. Ouais. Donc il suffit de connaître les émulsions, il suffit d'avoir l'habitude de tripoter de la pellicule. Je sais faire ça, puisque je collectionne des films depuis pratiquement 15 ans. Donc c'est parti. Et à partir de là, toutes les technologies de la restauration sont nées alors que j'étais actif. Et d'une certaine manière, je les ai vues arriver, je les ai appréhendées comme beaucoup de gens les appréhendent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur technicien de restauration sur un ordinateur, je sais pas, j'utilise très mal Phoenix, j'utilise très mal Diamant, voilà. Mais c'est pas grave, il y a des gens pour faire ça. Victor est là, peut te coacher un peu, Max aussi, donc. Voilà. Et quelque part, je peux pas, avec mes yeux de jeune homme et mes oreilles de jeune homme, être aussi efficace que des vrais jeunes hommes ou des vraies jeunes femmes. Et donc, j'envisage la restauration comme un travail d'équipe. Et pour fêter les 30 ans de Lobster, c'est un truc extraordinaire. On les a fêtés à Bologne, où il y a un grand festival. Et Gianluca Farinelli nous a offert 1h30 pour faire un spectacle Retour de Flamme spécial Lobster. Donc, on a repris les grandes restaurations qu'on avait faites. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, voilà, je voulais vous dire que je suis très content. Ce que vous avez vu, c'est les films, j'en suis très fier. Mais ce dont je suis le plus fier, ce sont les 12 personnes qui vont se lever. Et il y a 12 membres de Lobster qui étaient là, qui se sont levés. Et j'aurais dit, voilà, ces 12 personnes ont moins de 30 ans. Elles n'étaient pas nées au moment où j'ai commencé Lobster. Et quelque part, ils iront au-delà de moi. Lobster, c'est une démarche qui va vers le partage, vers la curiosité, vers la gourmandise. Voilà, ça s'arrête là. Après, évidemment, le fait d'être au top de la restauration et de l'image et du son est une condition nécessaire. Si on n'a pas ça, on ne peut pas être restaurateur. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Et on a vu effectivement cette équipe formidable l'autre soir à Saint-Eustache, à Paris, pour la présentation de l'Agonie de Jérusalem, la restauration. Et c'est vrai que tu as aussi salué cette équipe qui était présente. Effectivement, ils sont tous très jeunes. Ouais. J'ai salué cette équipe qui était là et j'ai salué la Cinémathèque de Toulouse, puisqu'en fait, à l'origine, c'est Christophe Gauthier, l'ancien directeur des collections de la Cinémathèque de Toulouse, qui m'avait dit « Et si on faisait l'Agonie de Jérusalem ensemble, à partir de la copie qui est ici et de la copie qui est à Prague, enfin au centre... Voilà, bon. » Donc, en gros, effectivement, c'est des aventures qui ont commencé il y a très longtemps, il y a 7-8 ans, et on n'est pas pressé. Quelque part, ces films, le gros avantage, c'est qu'ils ne se démoderont plus. Donc, quelque part, ça nous laisse le temps et la sérénité de faire le travail bien. Alors justement, tu parlais de temps, c'est vrai qu'il en faut, parce que quand tu te lances dans des projets immenses, comme l'intégrale Méliès, les cours de Keaton, les films de Chaplin aussi des premiers temps. 12 ans, les films de 12 ans. Le voyage dans la lune de Georges Méliès, un film qui dure 14 minutes, et 12 années pour le BFI Bologne et Lobster pour restaurer tous les courts-métrages de Chaplin. Voilà, il y a 65 films. Voilà, les films de 1914 à 1918. 19, ça pour les premiers temps. Et puis bien sûr, d'autres grands films, les films de Feder, vous le savez, les films de Widor, on en a montré un hier justement, Bardelis le Magnifique, et puis le J'accuse d'Abel Gance, qui a été aussi un
Et puis l'Inhumaine de Marcel L'Herbier, et puis L'Argent de Marcel L'Herbier. On vient de racheter les films de la RKO, donc c'est 720 films, dont des petits trucs genre Citizen Kane, vous connaissez peut-être Fred Astaire, Ginger Rogers. Voilà, c'est des choses d'une très grande... c'est très fort de se dire, voilà, je peux enfin embrasser tout cet univers phénoménal. Alors, et un univers qui, pour toi aussi, se passe sur 2 continents, on va dire, parce que tu es beaucoup, bien sûr, à Paris, en Europe, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Tu peux aussi nous parler un peu de ce lien avec... En fait, en l'an 2000, on a racheté une société américaine qui avait une très grande collection qui s'appelle Black Hawk Films. Et Black Hawk est devenu un laboratoire de restauration qui a ouvert au mois de mai dernier et qui fait actuellement des films pour le MoMA, Paramount, Sony, l'Academy of Motion Picture, UCLA Film Archive et la Library of Congress. Donc en 4 mois, on peut dire qu'on a bien décollé. C'est un truc assez énorme. Quand je dis l'Observe, c'est 30 personnes, on ne se rend pas compte, mais en fait, dans ces 30 personnes, il doit y en avoir 4 qui ont plus de 40 ans, quoi. Et c'est que des jeunes qui ont envie de bouffer ça, de découvrir ce monde merveilleux du cinéma patrimonial. Je ne dis pas du tout du cinéma ancien ou du cinéma même classique. Quelque part, pour moi, ces films de répertoire sont des films d'une modernité insensée. Le cinéma, en fait, ça se savoure au présent. C'est-à-dire que le film, quelle que soit sa date de tournage, vous le regardez maintenant, hic et nunc. Et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si on peut passer le truc sur la tablette. Je fais une petite incidence. Restaurer le spectateur. J'ai restauré les films, c'est bien, mais restaurer le spectateur, c'est vraiment l'objet ultime. Et ouais, on va passer un truc là, avec le son. Aujourd'hui, vous le savez, sort un film qui s'appelle J'accuse de Roman Polanski. Et à cette occasion-là, on a décidé de faire un petit happening sur YouTube. Je vous montre. Le service du contre-espionnage français a appris qu'un document secret contenant des informations sur un nouveau canon a été découvert à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Alfred Dreyfus, polytechnicien, alsacien et juif, membre de l'état-major de l'armée, est rapidement soupçonné. Convoqué le 15 octobre 1894 par le commandant Dupaty de Clam, en présence du chef de la sûreté et d'un huissier dénommé Gribelin, Dreyfus est contraint d'écrire le texte de ce fameux bordereau sous la dictée. Le commandant Dupaty de Clam, estimant que l'écriture de Dreyfus est semblable à celle du document détourné, tend un pistolet à Dreyfus, lui offrant par le suicide une chance de laver son honneur. Mais Dreyfus refuse. Le 22 décembre 1894, Dreyfus est condamné à la déportation à perpétuité par un conseil de guerre. Dégradé en public devant l'école militaire le 5 janvier 1895, il embarque à Saint-Martin-de-Ré le 21 février de la même année. Comme vous l'avez compris, Georges Méliès, qui était profondément un grand défenseur de Dreyfus, a tourné une série de 13 films, dont 11 seulement survivent au British Film Institute, évoquant l'affaire Dreyfus dans son entier jusqu'à, comme on est en 1899, jusqu'au procès où il va être condamné à 2 années de prison. Et le texte est issu, c'est bizarre, je zozote sur le film, c'est bizarre. Le texte est le texte du boniment, c'est-à-dire de la description du catalogue. Et évidemment, dans le dernier épisode, je raconte la fin de l'histoire pour que les gens comprennent. Mais c'est vous dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la sortie du film de Polanski, c'est le moment de faire découvrir l'histoire telle qu'elle a été rapportée en 1899. Et ce qui est étonnant, c'est que vous regardez ça, vous pouvez aller le regarder sur YouTube, je suis certain que Polanski l'a vu. Enfin, il s'en est inspiré. Voilà. Donc c'est très passionnant. Pour moi, le cinéma est là aussi un moyen de faire découvrir l'histoire, de faire découvrir ce document à travers des films
très restauré. Hein, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce film est stable, piqué, etc. L'original qui a été retrouvé au British Film Institute est une épave. Donc voilà, on arrête. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Alors justement sur un projet comme, si on veut s'arrêter 2 minutes sur le projet Méliès, justement, tu peux nous dire un petit peu comment les choses justement se présentent au moment où tu as l'idée, l'envie de te lancer dans ce projet, de quoi tu disposes, comment tu travailles sur un projet comme ça. Quel projet Méliès, le passé ou le futur? Je sais pas. Allez, le futur. Plutôt le futur, oui. Bon. Plutôt le futur. Figurez-vous qu'en 2007, on retrouve en France une copie d'un film qui s'appelle Le Chaudron Infernal. Pendant 2 minutes, Méliès fait des trucs qui bougent dans tous les sens, etc. Sauf que dans la deuxième partie, à peu près 15 secondes de la fin, il manque une vingtaine d'images. C'est pas grand-chose, 20 images. Mais enfin, quand on est restaurateur, on a envie de les retrouver. Alors je cherche un peu partout et j'apprends qu'il y a un fragment du film de Méliès, Le Chaudron Infernal, en noir et blanc, certes, à la librairie du Congrès. Donc j'appelle la librairie du Congrès, ils m'envoient leurs morceaux et c'était les tout débuts du numérique. Et donc on essaye de caler, c'est vraiment le même film, hein, on essaye de caler l'image et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que quand vous mettez sur la gauche, vous alignez à gauche, à droite, ça ne marche pas. Quand vous vous mettez à droite, ça ne marche plus à gauche. Enfin, c'est un truc très étonnant. Je dis, bon, le film a dû avoir un défaut. Sauf que le film, on l'apprend un petit peu plus tard, provient d'un négatif original. Or, il faut savoir que Georges Méliès, exproprié en 1923, 10 ans après la fin de sa carrière cinématographique, exproprié de sa maison de Montreuil, décide de prendre les 520 négatifs de ces 520 films, toutes les copies, on sait que tous les négatifs sont là, toutes les copies sont là, il les met dans son jardin, il allume une allumette et tout ça disparaît en quelques minutes. Toute l'œuvre de Georges Méliès part en fumée. Et c'est vraiment l'acte fondateur des cinémathèques, le cinéma perdu, celui qu'on ne reverra jamais, etc. Il faut savoir qu'une image qui vient d'un négatif original a une qualité absolument époustouflante. C'est extraordinaire. C'est ce que vous avez vu avec le film de René Clair tout à l'heure. Donc on se disait, mais qu'est-ce que ça donnerait si on retrouvait un négatif original? Et en fait, le négatif original de ce petit morceau du Chaudron Infernal était à la librairie du Congrès. Donc je me suis dit, mais comment c'est possible? Et donc, je suis retourné à la librairie du Congrès et on a cherché. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a à la librairie du Congrès plusieurs dizaines de négatifs originaux. Librairie du Congrès qui est l'équivalent du dépôt légal. Qui est l'équivalent du dépôt légal aux États-Unis et qui est à Washington, enfin qui est à Culpeper juste à côté. Comment est-il possible que des négatifs originaux, et il n'y en a qu'un puisque c'est le film qui passe dans la caméra, comment est-il possible que des négatifs originaux détruits à Paris existent encore aux États-Unis? Eh bien, l'histoire est très simple et tout à fait passionnante. En 1902, Georges Méliès se fait voler le voyage dans la Lune par un pirate. La piraterie, ça date pas d'hier. Et du coup, il a une idée. Pour couper l'herbe sous le pied au pirate, il va sortir les films le même jour aux États-Unis et en France. Et pour faire ça, il va envoyer son frère aux États-Unis avec un laboratoire aux États-Unis. Et comme ça, le même jour, tac, ils font les 2 marchés et les pirates n'ont pas le temps d'y arriver. Sauf que, comme on perd énormément de qualité en recopiant, Méliès se dit « il faut que je fasse 2 négatifs originaux, un pour l'Amérique, un pour la France ». Mais comment faire 2 négatifs originaux sans retourner le film une deuxième fois? Et le problème de Méliès, c'est que ces films, il fait marche arrière, marche avant, il compte les images, il colle. Enfin, c'est super compliqué de faire un film de Méliès. Alors, il a une autre idée, encore plus formidable. Il prend 2 caméras qu'il solidarise avec 2 objectifs, avec 2 magasins de films qui passent l'un à côté de l'autre, et une seule caméra, et une seule manivelle, pardon, qui va en une fois entraîner 2 négatifs originaux. L'un des négatifs part aux États-Unis, l'autre reste en France, et du coup, ils vont pouvoir tirer des 2 côtés de l'océan.
Il se trouve que quand Méliès fait faillite, Gaston Méliès, qui était aux États-Unis, fait faillite aussi. Ces films disparaissent. Bon, l'histoire est rocambolesque, mais il n'empêche que ces négatifs arrivent sous forme d'épaves aux États-Unis. Et quand je dis épave, c'est véritablement des épaves, enfin à la librairie du Congrès. Et c'est là que nous allons aller les chercher et que j'espère, dans les 24 mois qui viennent, nous allons pouvoir restaurer 88 négatifs originaux de Georges Méliès. Ils sont identifiés là? Ils sont totalement identifiés. J'ai passé 15 jours à expertiser tous les négatifs. Il y en a 4 qui sont actuellement au Centre national du cinéma. Vous avez vu Béatrice de Pastre l'autre jour. Elle vous en a pas parlé, mais moi je peux. Et ils sont en train d'être numérisés. C'est très compliqué, mais on va y arriver. Et à l'arrivée, ce sera phénoménal. Là où c'est encore plus incroyable, c'est que ces 2 négatifs originaux, comme vous l'avez vu dans l'exemple du Chaudron infernal, ne sont pas totalement identiques, et pour cause, puisqu'ils ne sont pas vus par le même objectif. Il y avait 2 objectifs qui étaient côte à côte de 10 cm. Donc la réalité, c'est que la parallaxe n'est pas la même. Elle est très sensiblement différente. C'est pas spectaculaire, parce qu'il tournait à environ 10 mètres de la scène. Donc vous voyez une scène comme ça, imaginez la caméra qui est à 10 mètres, et il y a 10 cm d'écart entre les... Enfin, en gros, c'est pratiquement pareil. Mais enfin, c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, ça laisse la possibilité pour les films pour lesquels on a retrouvé des copies en France, donc issues du négatif français, et dont nous aurions le négatif américain, ça laisse la possibilité d'imaginer que probablement un jour, nous pourrions voir des films de Georges Méliès en relief stéréoscopique. Méliès est la première personne à avoir tourné des films en relief stéréoscopique, mais sans le savoir. Formidable Méliès. Sur les Français, il y a donc quelques négatifs. Ah non, sur les Français, zéro. Tout a disparu. Non, sur les Français, ce qu'on trouve en Europe, c'est forcément des copies de première ou de deuxième ou de troisième génération, mais il n'y a plus que des copies. Ça, les 520 négatifs français, européens, ont brûlé. Alors, tu as donc déjà travaillé effectivement dans le passé sur Méliès, l'aventure du voyage sur la Lune, etc. Mais donc, pour expliquer un petit peu là au public, comment ça se passe sur un auteur comme ça? Évidemment, tu n'es pas le seul intéressé. Donc, comment toi, tu te positionnes? La question des droits, Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement comment ça se passe? Très rapidement, je suis le seul complètement dingue. Pour commencer, l'exemple du voyage dans la Lune est amusant. On a restauré le film avec la Fondation Gann et la Fondation Technicolor, mais eux, ils sont arrivés dans la dernière année. Quand on a commencé cette histoire-là, les gens ont dit, mais ils partent c'est un morceau de décomposition, il n'y a plus de film, quoi. En gros, le vieil adage, c'était on ne retransforme pas un hamburger en vache. Et là, clairement, c'était de la bouillie, ce qu'on avait. Et à force d'imagination, peut-être, je ne sais pas, bref, on a réussi à extraire tout le contenu du film, on a réussi à restaurer le film. Et voilà, 12 ans pour un film de 14 minutes, on peut le raconter comme on veut, c'est complètement absurde. Enfin, en même temps, c'est ça qui fait que c'est beau. Donc voilà, et Méliès, quand j'ai dit, oui, si on faisait les 88 négatifs, les mecs de la librairie du Congrès ont dit, mais ça va pas, non? Ouais, c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà, donc c'est parti, et si c'est parti, c'est forcément que ça doit arriver. Et voilà, et ça, par exemple, tu évalues le travail, là, ça représente combien d'années on espère 24 mois, ça c'est le mot poli. On est parti pour... Donc c'est assez raisonnable, quand même. Ouais, on est parti pour 3-4 ans. Voilà. Mais on y arrivera, hein. Je suis pas particulièrement inquiet. En fait, je suis surtout inquiet pour les films qui sont en miettes. Il y en a certains qui seront peut-être au-delà du sauvable. Enfin, du sauvable dans une économie raisonnable. Alors, quand on parle restauration, on parle aussi moyens. C'est quand même très important, parce que quand tu parles tout à l'heure de tous ces projets, comment à un moment donné une société réussit, on connaît bien le problème ici, hein, il faut faire des dossiers, il faut faire des demandes, il faut trouver des financements. Donc, est-ce que tu arrives, toi, à trouver des financements ici un peu en France, mais aussi aux États-Unis? Comment tu arrives à mener tout ça? Enfin, je veux dire, est-ce que quelles sont les clés? Moi, mon attitude favorite, c'est « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, vous savez pas ce qui vous attend la sortie d'ailleurs, parce que. Oui, voilà. Non, mais il se trouve qu'on a eu la chance ces dernières années d'avoir un centre national du cinéma qui aidait beaucoup la restauration. Les cinémathèques
bénéficient de financements au-delà de ça qui leur permettent de fonctionner et d'entretenir cette flamme et de restaurer et d'entretenir leur collection. Donc c'est formidable. C'est vrai que cette année, les crédits de restauration ont été divisés pratiquement par 5 et qu'il en reste pratiquement plus, et que d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, ont la chance d'avoir vu, eux, leurs crédits pour entretenir leur mémoire exploser. Donc c'est vrai que pour certains films, on obtient des aides. Je pense à Mirko Menon, un film polonais d'Alexander Ford qu'on a restauré avec Berlin, avec la Pologne, avec le Musée d'Art moderne, et qui a été financé en partie par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il y a d'autres films qui sont restaurés. L'Inhumaine a été restauré aussi grâce à Hermès. Voilà, chaque film peut avoir des soutiens possibles. La réalité, c'est que tout le monde veut restaurer les Tontons Flingueurs, mais personne ne veut restaurer Le Fantôme du Moulin Rouge de René Clair de 1925 ou L'Agonie de Jérusalem de Julien Duvivier. Donc la vraie difficulté, elle est là. Et c'est que le temps a passé, on oublie quels sont les films merveilleux, et il faut des avocats comme vous, comme toi, comme nous, comme toutes les cinémathèques, pour essayer de convaincre les gens qu'il est fondamental de préserver ces films. Et ce qui est rageant, c'est qu'aux États-Unis, la Film Foundation, Scorsese, tout le monde donne pour restaurer un film, 2 films, un milliardaire, une banque, un machin. C'est relativement facile de restaurer des films. En France, il y a les pouvoirs publics, et puis c'est à peu près tout. C'est pour ça que je te pose cette question. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y a ça quand même. Donc, pour revenir à ta question, donc... S'il vous plaît. Voilà, c'est ça. On se serre la ceinture. À Lobster, on n'est pas payé très cher et c'est pas grave. On adore ce qu'on fait et c'est merveilleux. Alors Lobster, justement, 30 personnes aujourd'hui. Donc tu as ton propre labo de restauration. 2 en plus, parce qu'il y en a un maintenant à Burbank. Voilà, aux États-Unis. Et puis il y a aussi, donc tu l'évoquais tout à l'heure, ce travail spécifique que tu as fait sur le son assez vite, en fin de compte, avec donc la création de Diapason, qui est aujourd'hui donc un département de. C'est un département ça a toujours été un département de Lobster. En fait, Diapason n'a jamais eu d'existence légale, enfin d'existence en tant que structure, un peu comme la Star Film de Georges Méliès, qui n'a jamais existé. Mais c'est Diapason qui restaure tous les films de Gaumont, beaucoup de films de Pathé, de Canal, de machin. C'est le dernier film qu'on a restauré, c'est Les Bronzés font du ski. On est un peu loin de L'Inhumaine et de Poil de carotte, mais ce sont des films aussi qui ont besoin d'être restaurés, dont les mixages ont eu des problèmes, qui sont arrivés jusqu'à nous avec plein de pépins. Et donc tous ces films sont dans une phase de remise à niveau. Et évidemment, c'est une partie industrielle qui nous permet aussi de financer d'autres films. C'est ça, voilà. Là, c'est des prestations que vous réalisez pour bien sûr ensuite faire tourner la machine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, ou après vous posez les questions que vous voulez à Serge, bien sûr. On évoque peut-être la partie réalisation, qui est une autre casquette que tu as avec ce voyage. Avec Eric, voilà, ce voyage extraordinaire tourné en 2011, donc un documentaire sur l'aventure de la restauration d'un voyage dans la Lune. Le voyage dans la Lune, la restauration était extraordinaire. On l'a filmé au fur et à mesure. Ce qu'on n'avait pas filmé, on l'a reconstitué. Mais surtout, on avait un problème, c'est qu'on voulait que le voyage dans la Lune arrive dans les salles de cinéma. Et un court-métrage de 15 minutes, ça le fait pas dans une salle de cinéma. Donc du coup, on a fait un documentaire qui durait 70 minutes et qui ne spoliait pas le film, au contraire, qui l'enrichissait. Et du coup, on pouvait aller au cinéma, voir le documentaire, le voyage extraordinaire, et quand le documentaire se termine, paf, on voit le voyage dans la Lune, et là, on le voit avec toute l'expertise, les trucs, la curiosité, et c'est un autre film. C'est extraordinaire. En fait, c'est toujours pareil. L'idée, c'est de partager, d'avoir envie de faire partager même ma surprise. De temps en temps, on tombe sur des trucs incroyables. Oh bah ça, genre des choses qui n'existent pas. Par exemple, est-ce que vous savez quand a été fait le premier film sonore de l'histoire du cinéma? Jazz Singer, ok, 1927, voilà. Pas du tout, évidemment, si je pose cette question, c'est que, voilà. Hein,
En réalité, le premier film vraiment sonore date de 1894, c'est-à-dire avant l'invention du cinéma par les frères Lumière. C'est Edison qui l'a tourné, je suis au regret. Et en gros, ils dansent du violon devant un grand cornet et qui enregistre le son. Bon, tout ça n'a eu aucun avenir. Mais il y a eu beaucoup d'expériences de cinéma sonore. La première et la plus célèbre, en fait, est celle du Phono Cinéma Théâtre en 1900 pour l'exposition universelle, où sur le toit d'un bâtiment étaient enregistrées en playback des chansons ou des déclamations. C'est là où a été filmé Coquelin est né dans la tirade des manteaux. Je jette le manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Donc Coquelin, qui avait créé Cyrano de Bergerac 3 ans plus tôt, tourne là, en chair et en os, mais en playback, la tirade. Il se trouve que ça a inspiré beaucoup de gens. Alors Gaumont a fait évidemment ses phonocènes et ces trucs-là, mais le principe était toujours le même. On enregistre le son d'abord, et puis après, on demande à la vedette de chanter. Gaumont faisait ça très bien, Pathé faisait ça un tout petit peu, mais il y a tous les autres qui avaient envie de faire un truc à peu près équivalent. Sauf qu'ils ne pouvaient pas se payer les grands chanteurs. Je pense notamment à un film avec Caruso, chanté par Caruso, Arvis au Truggerich, La Donna Immobile en italien. Et en gros, plutôt que de demander à Caruso de venir, d'enregistrer et de machin et trucs, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un disque du commerce et puis il demandait au plombier du coin de faire semblant d'être Caruso. Et du coup, le résultat était exactement le même. On pouvait marquer chanté par Caruso, sauf que c'était pas Caruso qu'on voyait, mais ça évidemment il le disait pas. Et le système de toute façon était brinzingue, c'était un tourne-disque dans un coin, un projecteur muet de l'autre, et puis le projectionniste devait plus ou moins accélérer ou ralentir pour essayer de rester globalement dans le synchronisme. Si je vous raconte cette histoire-là, c'est parce qu'on a retrouvé il y a 25 ans un film où on voit deux personnes qui chantent un truc, et on s'est dit ça c'est forcément quelque chose de sonore, quoi. Une expérience de truc. On cherchait s'il y avait des photos dans les catalogues où on reconnaîtrait les gens. Rien du tout. En réalité, c'est une toute petite société qui utilisait ce système de prendre des playbacks avec des disques qui s'appelait Mandel. Et du coup, un jour, on regarde et puis je sais plus, il y a quelqu'un qui elle dit dindon. Dindon. Mascotte. J'aime bien mes dindons, j'aime bien tes moutons. Vous connaissez ça? Voilà. Bon. Et du coup, on a cherché l'air des dindons et on l'a retrouvé. 1906, catalogue, Mandel, etc., chanté par machin et truc. Donc après, on a cherché le disque. Donc on a mis 5-6 ans avant de trouver le disque. Et finalement, on l'a retrouvé. Donc on a le son sur un disque retrouvé chez un collectionneur et ce film étrange qu'on a restauré, qu'on a stabilisé. Il était là aussi en très très mauvais état et je vous propose de le découvrir. On va faire le noir dans la salle parce qu'un chef-d'œuvre pareil, ça nécessite... Tendez un peu l'oreille, hein, le disque il a son âge, mais voilà, il y a Citizen Kane, Autant n'emporte le vent et l'air des dindons. C'est le... Allons-y. Lorsque je t'aperçois, comme un tremblement qui m'agite. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est pas loin comme je palpite. Lorsque tu me parles, voilà, que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Moi, quand tu me regardes, j'ai là, comme une grosse bête qui me chatouille. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun de fait, J'aime mieux que mes dindons. j'aime mieux que mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun de fait,
Alors ça, c'est le genre de choses que tu montres beaucoup dans Retour de flamme. Oui, j'aime bien cette espèce de curiosité parce que je trouve qu'il y a un côté enfantin, il y a un côté, c'est de l'art brut, c'est naïf, c'est merveilleux. En fait, le problème, c'est qu'avec les technologies, les effets spéciaux, les industries, l'argent, d'une certaine manière, on arrive à une sorte de perfection formelle qui nous fait oublier que finalement, ce sont des gens devant une caméra en train de faire leur numéro. Au début, il y a un film extraordinaire, je ne l'ai pas amené, mais qui s'appelle Gus Visser. C'est en 1922, 5 ans avant l'invention du cinéma sonore officiel. Il y a des gens qui cherchent comment faire ça. Et l'un d'eux s'appelle Theodore Case. Et Theodore Case a réussi à faire le Fox Movietone, ce qui deviendra le Fox Movietone, et il veut prouver que ça marche. Et du coup, il prend un type qui est dans un bar, qui fait des petits spectacles, et lui dit, est-ce que tu veux venir faire ton numéro en 1922 ? Donc le film en soi est un document extraordinaire, puisque c'est l'un des premiers films sonores. C'est un truc expérimental qui n'a jamais été montré en public, et ça s'appelle Gus Visser and his Singing Duck. C'est-à-dire qu'en gros, il a un canard qui tient... Ils sont très basse-cour quand même. Hein, voilà, il le tient sous le bras comme ça, puis il a la main derrière. Et en fait, il chante une chanson très connue à l'époque qui s'appelait Ma, he's making eyes at me. Littéralement, maman, il me fait la cour, quoi. Ma, he's making eyes at me. Et à chaque fois qu'il fait Ma, il y a le canard qui fait Coin. C'était ça le numéro. Bon, c'est pas terrible. Mais le truc, c'est comment fait-il savoir au canard que c'est maintenant qu'il doit faire coin ? En fait, c'est avec la main qui est derrière. Si vous m'avez suivi ? Ouais, bon. Voilà, vous avez l'image. Et ben voilà. Et ce film, vous le regardez, vous vous dites, c'est incroyable. Je suis dans le laboratoire de Theodore Case qui va révolutionner le cinéma, et je regarde Gus Visser mettre son doigt dans du canard. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait rigoler. Ouais, t'as une vie formidable, Serge. C'est ça. Je me plains pas. Je dois avouer que je ne me plains pas entre les. Alors, si vous voulez, il y a le côté aussi d'aller chercher dans les caves et dans les greniers des films. Donc à chaque fois qu'on trouve. Oui, parce que ça, on n'en a pas trop parlé quand même. Non, en fait, je fais le travail que vous faites aussi. Si vous avez des films, je l'ai dit hier, mais si vous avez des films ou si vous connaissez des gens qui ont des films, apportez-les ici. Les films ne sont pas pérennes. La pellicule vieillit. Même les pellicules des années 50, 60, 70 se décomposent paradoxalement très vite. Et quand un film est décomposé, c'est trop tard. Donc si vous avez des films, l'exemple que je donne traditionnellement, c'est quelqu'un, un opérateur projectionniste qui garde des bobines, qui les met dans son grenier, il meurt, la maison est vendue à 2, 3, 4 personnes, et à l'arrivée, il y a toujours les bobines dans le grenier, et les gens n'ont aucune idée de pourquoi elles sont là. Donc à ce moment-là, en général, l'ennemi absolu, c'est les éboueurs. C'est tiens, on va les mettre dans la poubelle et hop, ça va partir. Et il se trouve qu'il y a 50% du cinéma, du patrimoine cinématographique mondial qui aujourd'hui est manquant. Et du coup, j'essaye, et nous essayons tous, archives, où que nous soyons, de couvrir au maximum les territoires pour essayer de trouver la dernière copie de... Je sais pas, je citais tout à l'heure les Marx Brothers, mais il y a des films perdus de Jean Renoir, il y a des films perdus de Satyajit Ray. En Inde, qui a toujours été le premier producteur de cinéma, c'était il y a 25 ans dans un festival qui s'appelait Pordenone en Italie, une rétrospective du cinéma muet indien. C'est un festival dédié au cinéma muet. Et alors, il y en a eu des milliers des films tournés. Hein. Et j'y suis allé, et il y avait un film, Shiraz, 2 morceaux de trucs complètement décomposés, et c'est tout. Alors, j'aurais dit, franchement, vous n'êtes pas foulés. Hein. Et ils disaient, non, mais tu comprends pas, en Inde, on ne conserve pas, l'idée de conserver la culture et le patrimoine n'a absolument aucun sens. Donc on a retrouvé ces 2 morceaux de machin décomposés qui effectivement veulent rien dire en Inde, et Shiraz ne survit aujourd'hui que parce que la reine d'Angleterre a voulu regarder ce film tourné dans une colonie anglaise. Il y a une copie qui a été envoyée au British Film Institute et il a été conservé en Angleterre.
Oui, c'est comme quoi la recherche doit être mondiale. L'autre œil de Georges Méliès, l'autre négatif, il est en Amérique. Comment peut-on savoir où on va retrouver des films? L'exemple caractéristique, je vous raconte cette histoire-là, elle est extraordinaire. Vous avez entendu parler de Métropolis, le film de Fritz Lang. Métropolis n'existe que dans une version tronquée. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le film a été tourné avec 4 caméras. 3 caméras, une pour le marché allemand, une pour le marché européen, une pour le marché étranger, overseas, et une pour l'assurance au cas où il y aurait un problème sur l'un des 3 autres négatifs. Et le film est terminé au mois de septembre, et il y a un distributeur argentin qui vient, qui connaît bien Pommer, et qui est le producteur, et il lui dit, moi j'aimerais bien distribuer le film en Argentine. Et Pommer lui dit, écoute, je vais te tirer 2 copies, tu les emportes avec toi. Et le mec part avec ces 2 copies en Argentine. Et puis première en Allemagne du film, désastre. Lang décide de couper une demi-heure du film, ou c'est Pommer, je ne sais pas, enfin en tout cas une demi-heure est coupée, et finalement il décide dans les 4 négatifs de couper les mêmes séquences et de détruire les séquences qui ont été tournées. Sauf que c'est conforme, il y avait une continuité narrative. Et du coup, quand on regarde aujourd'hui le Métropolis, il y a plein de trucs qu'on ne comprend plus. Des personnages qui arrivent qui ne disparaissent pas, des personnages qui apparaissent de rien comme s'ils avaient été là depuis le début, mais juste on ne sait pas d'où ils sortent, etc. Évidemment, vous l'avez compris, les négatifs ont été coupés après le tirage de ces 2 copies argentines. Qu'est-il donc arrivé à ces 2 copies argentines? Eh bien, l'une d'entre elles a été usée jusqu'à la corde et elle a été détruite. L'autre est arrivée au Museo del Cine, qui est littéralement la cinémathèque de Buenos Aires. Et dans les années 70, avant de la détruire, pour des raisons de sécurité, de stockage, etc., le patron de l'archive décide de faire une recopie, un peu pour garder un souvenir, sur ce qu'il ne faut surtout pas faire, sur de la pellicule 16 mm, donc qui est dégueulasse, de la positive, parce que ça coûte moins cher, mais c'est encore plus horrible, et la tireuse qu'il utilise filme plus les rayures sur le film que le film lui-même. Il n'empêche, ce truc est le dernier exemplaire sur la planète des séquences qui manquent. Et quand Martin Körber a restauré le film il y a quelques années, il l'a fait en ayant connaissance de cette copie argentine. Et donc, quand vous voyez le film, vous avez le négatif original, et puis tout d'un coup, paf, ça devient mais complètement horrible. Et pourtant, vous voyez le Métropolis tel que Lang l'a imaginé. Ben voilà, c'est ce côté collection mondial qui fait que c'est un univers extraordinaire. Je vous donne une autre petite histoire. Un jour, je reçois un coup de fil d'un Argentin. Bonjour, qui parle en anglais comme un Argentin. Et qui me dit oui, bonjour, vous êtes Monsieur Brombert? Oui. Vous connaissez bien Buster Keaton? Oui. Figurez-vous que je viens de retrouver un film perdu de Buster Keaton. Oh, ben ça, c'est quoi? Blacksmith, 1922. Ah, bah je suis désolé, mon grand, parce que là, Blacksmith, le film existe, il a déjà été diffusé en vidéo, en numérique, il y a des négatifs et tout. Et là, le type me dit excusez-moi, je vais recommencer. Bonjour, je m'appelle Fernando Peña, je suis celui qui a retrouvé les séquences perdues de Métropolis, et je crois que je viens de retrouver un film perdu de Buster Keaton. Je suis là où effectivement, là, ça change un tout petit peu la perspective du truc. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Et il dit, c'est très simple. J'ai acheté une copie 9 mm et demi, donc pâté baby, un truc pour projecteur jouet, français, une copie française, sur eBay. Elle est arrivée, je viens de la regarder, et figurez-vous que, alors que Blacksmith se situe pratiquement intégralement dans l'atelier du forgeron, eh bien, là, dans cette version-là, à un moment, il sort, il lui arrive plein d'aventures, des trucs pendant 4-5 minutes. J'avais jamais vu ça, et c'est incroyable. Oh ben ça, vous pouvez me montrer? Oui. Alors, il filme avec son téléphone portable, il m'envoie le truc. Pourtant, le film, je le connais par cœur. Hein. Incroyable. Alors, je dis, bah, écoutez, est-ce que vous pourriez m'envoyer cette copie? On peut peut-être la restaurer et tout. Il dit, mais non, ça n'a aucun sens. Je dis, pourquoi? Parce que si ma copie 9 mm et demi est comme ça, c'est un peu comme le VHS. Trouvez d'autres copies 9 mm et demi, vous verrez. Je suis sûr que c'est l'autre montage. En fait, moi, je me suis juste rendu compte
qu'il y avait 2 montages différents. Mais aller chercher en France, c'est même pas la peine que je dépense le timbre. Alors je dis bon, bah, qu'à cela ne tienne, on va aller chercher aux archives du film, pourquoi pas. Ça se trouve, ils ont du CNC, hein. Peut-être ils ont une copie, peut-être ils ont même le négatif 9 mm et demi qui a tiré cette copie, donc qui sera probablement un petit peu plus piqué. Donc j'arrive, ils l'ont. Je regarde, et effectivement, c'est le montage différent. Et là, une idée bizarre me vient dans la tête. Si Fernando Peña s'est rendu compte qu'il y a plusieurs montages, mais peut-être aux archives du film, ils ont une copie 35 mm de parfait montage, et qui serait le montage B, ce deuxième montage. Et je dis, est-ce que vous n'auriez pas par hasard d'autres copies 35 mm très anciennes de Blacksmith? Et ils me disent, bah ouais, on en a une. Ah, je peux la voir? Bah ouais. Ah, ils vont la chercher. Ils reviennent avec la copie. Et c'est le montage B. J'ai en 35 mm sous les yeux le deuxième montage dont personne ne s'était aperçu qu'il existait. Tout le monde pensait qu'il y avait un seul film sous ce titre-là. En fait, il y en avait 2. Et je dis, ah bah ça c'est formidable. Est-ce que vous pourriez éventuellement me dire à qui appartient cette copie? Puisque elle m'intéresse évidemment, restaurer le film. On a restauré l'autre version. Et les gens des archives me disent, mais Serge, on ne dit jamais le nom des gens à qui appartiennent les copies. On leur demande d'abord, et puis tout ça, et puis on espère les retrouver, et puis ça va prendre du temps. Et puis ça... Je dis, non mais s'il vous plaît, quoi, c'est Keaton, enfin, truc. Et puis je me jette à leurs genoux, et finalement ils me disent, bon ok, parce que c'est toi Serge, on va te dire à qui appartient cette copie. Alors, à qui elle appartient? Elle t'appartient à toi. Voilà. J'avais déposé 20 ans plus tôt une copie avec le montage B, je m'en étais pas aperçu. On la coupera peut-être au montage, celle-là. Alors, tu parlais de films perdus, de films tronqués, et puis il y a les films inachevés, comme Cet Enfer d'Henri-Georges Clouzot. Est-ce que tu peux là aussi, en très peu de temps, sais, mais nous raconter un peu, voilà. Très peu de temps. En fait, je ne sais pas si tout le monde connaît ce film. Est-ce que tout le monde connaît ce film? Chaque histoire a sa longueur, a son format, a son public. Comme le disait Woody Allen, la longueur idéale pour les jambes d'un homme, c'est qu'elles doivent être tout juste assez longues pour toucher le sol. Et c'est Woody Allen, c'est pas moi. Et donc, une histoire a son timing, a son rythme. Et en l'occurrence, quand on a retrouvé ces rushs d'un film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, j'ai proposé de faire un 20 minutes à envoyer spécial. J'ai proposé de faire un 52 minutes pour une soirée Romy Schneider sur Arte, mais on m'a dit non, on a déjà un Sissi en tête. Alors, tu sais, puis les gens, ils veulent voir Sissi, hein, franchement, Clouzot, c'est bon, quoi. Et petite erreur de jugement. Et du coup, je me suis dit, le moyen, en fait, de raconter 2 histoires, c'est de le faire dans un film de 90 minutes où on raconterait simultanément ce que l'on sait de ce qu'a vécu Clouzot, et qu'en parallèle, on essaye de reconstituer une sorte de continuité narrative désespérée, puisque sur 18 semaines de tournage, il n'y en a eu que 2, et encore, elles se sont très mal passées. Donc on a pris des petits morceaux de ce qu'on a retrouvé dans les rushs dans lesquels il n'y avait pas de son, et on a fait interpréter certaines scènes manquantes, jamais tournées donc, par Bérénice Bejo et Jacques Gamblin. Ça a donné un film, ça aurait pu donner un désastre, hein, voilà. Le film a très bien fonctionné. Je crois que maintenant c'est devenu presque un classique du documentaire de cinéma. Tout ce que je peux dire, c'est que après la crise cardiaque, après le désastre du remake de Chabrol, j'avais peur que cette aventure de la reconstitution de l'enfer soit le 3e acte définitif du désastre Clouzot. Et j'ai eu la chance d'être suivi et secondé par Inès Clouzot,
par Janice Jones, qui est une très grande monteuse. Et voilà, à l'arrivée, on a fait ce film qui m'a propulsé dans la dimension de réalisateur césarisé. J'ai jamais cherché à être réalisateur, simplement je voulais absolument réaliser ce film-là plutôt que de le voir raté par quelqu'un d'autre que j'aurais employé. Il y a une histoire assez rigolote d'ailleurs. Quand j'ai essayé de le proposer à Arte, Thierry Garrel me pardonnera, pardonne-moi Thierry. Je parle à la caméra en disant ça. Thierry Garrel me convoque et me dit, écoutez, oui, nous avons étudié votre projet de film sur l'enfer. Est-ce que vous pourriez donc venir et qu'on en parle? Donc j'arrive. Thierry Garrel, c'était le pape du documentaire. Hein. Ça rigolait pas, c'était l'oncle de Louis Garrel. Voilà. Et le fils de Maurice Garrel, qui joue aussi dans l'enfer d'ailleurs. Et il me dit, bon alors voilà, Monsieur Brombert, j'aimerais bien savoir... en fait, on pense que ce serait mieux en 52 minutes, plutôt qu'en 90 minutes pour le cinéma. Alors je dis, écoutez, je vous remercie, mais vous m'avez déjà refusé un documentaire donc, de 52 minutes. Maintenant, je suis sur 90. Et je ne suis pas venu vous demander si vous le voyez plus en 50 ou en 90, mais ça fera 90. Donc c'est à prendre ou à laisser. Ah oui. Vous le prenez comme ça. D'accord. Et alors, je me demande qui je vais mettre à la réalisation. Thierry, je suis désolé, mais je viens vous proposer un film que j'ai écrit, que j'ai écrit. Je veux suivre ce chemin et suivre cette aventure. Ce sera un film réalisé par Serge Brombert ou ça ne sera pas. Et ce qui est un peu... Voilà. Et là, il me regarde et il me dit, mais Serge, vous savez... les grands pianistes font souvent de petits violonistes. C'est bien sympathique. Hein. Là, on sent le mec beaucoup d'amour. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez Sacha Guitry. Sacha Guitry, il avait toujours le bon mot au bon moment. Et nous, dans la vraie vie, le bon mot, on l'a, mais en général, 3 minutes plus tard ou le lendemain. Ah merde, j'aurais dû répondre ça. Et là... Et ça m'est venu, mais tout de suite. Je lui dis, ah oui, bah vous voulez parler de Stéphane? Oui, bon, bah d'accord. Ça va, Serge? Oui, bah. Qu'est-ce que vous voulez dire, Stéphane? Je dis, bah, vous connaissez pas l'histoire de Stéphane? Bah, me dit-il non. Bah, Stéphane était un pianiste de cinéma muet. Et en 1929, le cinéma muet n'a plus la cote. Et dans la rue, il y a 5000 concertistes de cinéma muet qui cherchent du boulot. Le cinéma est devenu sonore. Et Stéphane, qui était un très 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 bon pianiste, cherche du boulot et trouve une offre dans l'orchestre de Grégor et ses Grégoriens. Il y va et il dit, voilà, je sais jouer du piano. Et Grégor lui dit, je suis désolé, on cherche un violoniste. Et Stéphane dit, bah oui, mais moi je ne sais pas jouer du violon, ou très très mal. Et Grégor lui dit, bah, si vous voulez manger, vous jouez du violon, et c'est comme ça. Et donc en 1929, on a retrouvé le film d'ailleurs, un film qui s'appelle Grégor et ses Grégoriens, où l'on voit Grégor et ses Grégoriens, avec au premier plan Grégor qui joue du piano, et derrière 3 violonistes, dont celui du milieu fait à l'évidence semblant de jouer du violon. Enfin, il essaye de suivre les autres en se disant, tant que je suis là, j'ai à manger. Et c'était Stéphane Grappelli. Donc vous voyez, Thierry, les grands pianistes font aussi parfois de grands violonistes. Et là, il me regarde et dit, ah oui, ah d'accord, bien. Eh bien, écoutez, on vous répond dans les 48 heures. Je me lève, je lui serre la main, je prends la voiture, je rentre au bureau. Il n'avait même pas eu les cojones de me le dire en face. Pendant que je roulais vers le bureau, il appelait le bureau pour dire qu'il ne prenait pas le film. Voilà. Et ça, c'est l'une des grandes déceptions de ma vie. Ceci dit, derrière, on a fait le film, il est allé partout, il a obtenu des prix, mais littéralement partout. Et je me souviens qu'un jour, j'ai croisé Jean Rosa, qui était le directeur général d'Arte à l'époque, qui me reconnaît et qui me dit « Ah, vous êtes Serge Brombert, l'enfer d'Henri-Georges Clouzot. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vous dois des excuses, nous avons fait une erreur de jugement. » Ce qui est très très rare de la part d'un diffuseur. Et je lui dis, écoutez, vous savez, l'idiot n'est pas celui qui fait une erreur, on fait tous des erreurs. L'idiot, c'est celui qui fait la même erreur 2 fois. Donc la prochaine fois que je vous propose quelque chose, s'il vous plaît,
Pensez-y, quoi. Et donc, juste après, on a fait le voyage extraordinaire de Georges Méliès, et c'est donc France 3 qui l'a pris. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est le moment. Oui, une question là. Question là. On y va. Attendez, on va passer les micros. Attends, ça va. Il y a des micros. J'ai d'abord une remarque. Vous êtes un collectionneur un peu particulier. Moi, je m'intéresse au porte-clés. Je lève le 5 mm, je vais au bus, je trouve un porte-clés, je dis, là, je ne l'ai pas. Ouais. Vous savez exactement ce que vous cherchez des milliers de choses qui vous manquent, des bouts de film, des bouts de musique, vous savez précisément ce que vous cherchez. Et au lieu d'aller au puce le samedi matin, vous faites le tour des cinémathèques et des archives mondiales à la recherche de ce que vous cherchez précisément, si j'ai bien compris. Non. Alors, oui et non. En fait, il y a une stratégie qui consiste à passer tous ces samedis et tous ces dimanches dans des brocantes où on ne trouve jamais de films. Dans ma vie, j'ai dû trouver des films dans des brocantes une dizaine de fois, mais si on le rapporte au nombre d'années de ma vie, ça fait quand même très très peu. Par contre, à chaque fois que je vais dans une salle de cinéma présenter des films, à chaque fois que je fais mon émission Retour de Flamme sur Ciné Plus Classique, la dernière chose, c'est si vous avez des films, regardez le numéro qui s'inscrit en bas de votre écran, et 28 fois par mois, c'est diffusé 28 fois, vous avez le nom qui s'affiche. Donc d'une certaine manière, je suis un peu monomaniaque, hein, c'est-à-dire que ça pourrit légèrement les relations sociales, ça se termine toujours par « est-ce que tu as des films ?» Et je pars du principe qu'en réalité, ce n'est plus moi qui vais trouver des films, soit ils sont dans des archives, et le travail a été fait en 70 ans ou 80 années d'archives, et donc pourquoi essayer de refaire le truc? Et d'ailleurs, si les archives, toutes le savent, ont besoin de films de notre collection, ils sont évidemment à leur entière disposition, donc il est normal de commencer par là. En plus, elles sont organisées, elles ont des listings, elles savent quoi faire. Par contre, sur le côté collecte, je compte sur non seulement le hasard, mais la démultiplication. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se promènent, je leur donne ma carte et je leur dis si jamais un jour sur une brocante vous trouvez des films, passez-moi un coup de fil. La réalité, c'est que ça n'intéresse personne. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est que des bobines de films, quand vous allez chez quelqu'un qui dit « Ouh, mais c'est très rare, il paraît qu'il y a des images de Chaplin là-dedans, ça vaut des millions ». Vous laissez juste mariner et à l'arrivée, vous aurez les films pour ce qu'ils valent, à savoir rien. Personne ne peut les utiliser, personne ne sait exactement ce que c'est, et de toute façon, s'il y a un tout petit peu d'argent à se faire, avant de se faire l'argent, il faudra dépenser 10 fois ça pour restaurer le film. Donc, quelque part, le vrai problème, c'est que les films soient localisés. Et ça va même plus loin, c'est que cette démarche, je l'ai dans le monde entier, et combien de fois on m'appelle en me disant j'ai tel film, je viens de trouver des films, regardez, je vous envoie une photo, etc. Je leur dis écoutez, c'est intéressant, allez dans la cinémathèque à côté de chez vous et donnez-leur. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas d'avoir, on n'est plus du tout dans le registre de le fait que j'ai plus de films qu'un autre collectionneur, n'a aucun sens. J'ai 150 000 boîtes dans la collection. Ah, il y en a peut-être plus, sûrement plus à Toulouse, il y en a sûrement plus au CNC, mais 150 000 boîtes, je veux dire, si vous voulez remplir une chambre, vous le faites avec 600 ou 700 boîtes, j'en ai 150 000. Voilà quand je vous dis que je suis marteau. Donc, quelque part, la vraie quête, c'est celle de retrouver les films avant qui sont sortis, un peu comme la voiture balai du cinéma. Les films sont sortis de la route et on passe derrière et on essaye de les rattraper et de leur redonner un toit, ou en tout cas de les remettre entre les mains de gens qui vont les aimer, entre guillemets, qui vont les chérir, qui vont savoir s'ils sont précieux ou non et qui vont faire ce qu'il faut. Donc voilà, mon travail au départ c'était d'aller dans les brocantes, d'aller dans les ventes aux enchères. Il y a des ventes aux enchères, beaucoup, ça j'y vais. Parce que évidemment on trouve parfois des choses extraordinaires là-dedans. Mais voilà. Quelle est justement peut-être la plus... Voilà, quand tu as fait ce travail-là, quelle est la plus grande surprise que tu as eue dans ta vie là, sur ce type de découverte comme ça dans un grenier? C'est impossible à dire. J'ai une phrase toute faite. Quand on me demande quelle est votre découverte la plus formidable, je dis la prochaine. Parce que quelque part, je suis toujours dans ce déséquilibre vers... voilà. J'en cite une par hasard. Midi, porte de Vanves, au marché aux puces de la porte de Vanves, qui est l'un des deux grands marchés aux puces parisiens. Ils vont, donc toute la matinée, les gens sont passés, quoi. Puis, il
y a plein de monde, hein, des milliers et des milliers de gens. Et j'y vais avec mes enfants bon, il n'y a plus rien évidemment, il faut être là à 7h du matin, sinon le truc. Et je vois sur une table une petite boîte lumière, tu sais, les boîtes caractéristiques des films lumière. Et je me dis, oh bah tiens, c'est rigolo une boîte lumière, ça se trouve dedans, il y a des boutons de culotte ou des machins, trucs. J'ouvre, et c'est une copie originale du Déjeuner de bébé, qui doit être l'un des 15 premiers films tournés par Lumière. Voilà, et je dis combien? Oh bah, 5 €. Voilà. Vous, ça vous parle peut-être pas, mais 5 € pour une copie originale d'un film Lumière, c'est inimaginable, mais ça vous donne la bonne perspective du fait que pendant 4 heures, il y a probablement des dizaines de milliers de personnes qui sont passées, et il n'y en a pas une qui a été intéressée par un film Lumière dans sa boîte d'origine. Oui, et autre chose, la question serait la restauration du son, mais de manière plus concrète. Je viens de voir l'exposition Charlie Chaplin à la Philharmonie, et j'ai appris que Chaplin faisait de la musique avant de faire le film. Non, c'est absolument faux. J'ai donné 3 conférences dans le cadre de cette exposition à la Philharmonie. Il y a énormément... C'est nous qui avons fait tous les audiovisuels du Chaplin's World, et je suis la voix du Chaplin's World. Donc le commentateur qui raconte les trucs, c'est moi. Et donc je connais bien l'histoire. Chaplin n'a fait les musiques de ses films que longtemps après. Quand il concevait ses films, des fois il les concevait en musique, mais c'était très très marginal, au point même que lorsqu'il a fait, je sais qu'on est dans le pays des violettes, lorsqu'il a fait Les Lumières de la ville, il a utilisé la musique de Padilla qui s'appelle La Violettera, et il a signé quand même musique de Charlie Chaplin. Il a eu droit à un procès pendant 40 ans, et au bout de 40 ans, Chaplin a perdu, et il a été condamné à faire figurer, c'était l'horreur, sur le générique, musique de Padilla, La Violettera. Ça, on fait pas ça à Chaplin. Deux questions. Oui, je voulais parler des ayants droit, des propriétaires des films. Vous parlez des films qui disparaissent, malheureusement. Mais il y a des films, on sait où ils sont, on sait qui les détient, et c'est une guerre infinie. Et c'est nous, les cinéphiles, qui trinquons, parce que, par exemple, je vais prendre un des plus beaux films de Visconti, Sandra, qui a été invisible en France en DVD. Moi, j'étais obligé de le commander en Italie, parce qu'il y a des ayants droit italiens qui le ressortent de temps en temps, quand ils ont besoin d'argent, au cinéma, dans les salles d'arrêt-essai, copies plus ou moins bien restaurées. Vous avez dû batailler avec ces ayants droit, ces propriétaires, on sait où sont les films. Vous pouvez parler de La Maman et la Putain de Jean Eustache, hein, qui est totalement invisible. Les films de Sjöström, par exemple, on parlait des films anciens. Les proscrits, on peut le voir que dans les cinémathèques de temps en temps. La Charrette fantôme, qui est un film mythique de l'histoire du cinéma, n'est jamais sorti en DVD en France, par exemple. Parlez-nous de ces ayants droit, de cette guerre avec les propriétaires. On sait où sont les films. Alors, et on ne peut pas négocier. On pourra en parler pendant 8 jours. Je vais vous raconter l'histoire des Méliès, qui avait comme principe que les films de Georges Méliès ne pouvaient pas être montrés en numérique, parce que Méliès ne montrait pas ses films en numérique. Je vous laisse réfléchir à ça. Hein. Il a arrêté en 1912. Et qui considérait que pour le piano, il fallait impérativement que ce soit l'arrière-petit-fils de Georges Méliès et personne d'autre. Ce qui, pour une diffusion mondiale du patrimoine de Méliès, n'est quand même pas l'idéal. Il se trouve que Méliès est mort le 21 janvier 1938, donc la loi est ainsi faite que le 31 décembre 2008, les films de Georges Méliès sont tombés dans le domaine public. Ce qui a permis d'une certaine manière la renaissance de Georges Méliès. Quelques semaines plus tard, l'Obster éditait un coffret avec l'intégrale des films de Georges Méliès en DVD. Ça, c'est l'un des exemples. Mais le droit de la propriété est quand même sacré. Et si Metro-Goldwyn-Mayer produit les films de Sjöström comme He Who Gets Slapped ou le Scarlet Letter, j'en sais rien, voilà. Le fait
que MGM considère qu'il n'est pas rentable de les éditer, fait que, ma foi, vous ne pourrez pas les voir. Vous ne pourrez pas les voir jusqu'au moment où ces films, à leur tour, tomberont dans le domaine public. Je voudrais revenir brièvement sur la notion de domaine public qui, pour certains, fait perdre toute valeur aux films. Pour d'autres, ça leur fait gagner toute valeur. En réalité, la loi américaine, le copyright, et qui a ensuite été suivie par des lois du droit d'auteur en Europe et dans les pays signataires de la Convention de Berne, oui, je suis un peu précis, la loi du copyright, instaurée au XVIIIe siècle, avait un principe. C'était de dire, pendant une durée qui était très courte, je crois à l'époque c'était 5 ans, c'était pour la presse, l'État va protéger l'exclusivité du contenu des journaux. La loi permettra d'attaquer en justice et d'avoir réparation si jamais les films, les écrits sont détournés. Par contre, une fois ce délai passé, l'auteur qui a été protégé accepte, et ça fait partie du contrat de départ, que son film devienne richesse commune, domaine public. Du coup, quand le cinéma est arrivé, Edison, essentiellement, mais d'autres ont fait pareil, ont déposé à la librairie du Congrès, pour l'obtention du copyright, un exemplaire de leur film. Sauf qu'à l'époque, un film n'était pas copyrightable. La notion de film n'existait pas dans le droit américain. Du coup, ils imprimaient toutes les photos à la suite sur une bande de papier qui n'avait pas du tout vocation à être projetée, en disant voilà, je veux déposer au copyright cet imprimé. Il se trouve que la plupart de ces films aujourd'hui n'existent plus et que les paper prints de la librairie du Congrès sont les derniers exemplaires de ces films qui sont évidemment, depuis très longtemps maintenant, tombés dans le domaine public. Mais effectivement, les héritiers abusifs, c'est un vrai problème. La loi française a d'ailleurs abordé cette question puisqu'il y a maintenant une loi qui s'appelle, pour les producteurs, qui est l'obligation d'exploitation continue des œuvres. C'est-à-dire que si un auteur réalise que si la collégialité des auteurs, réalisateurs, dialoguistes, adaptateurs, scénaristes, musiciens, quand les musiciens, je crois qu'ils ne sont pas dedans, décident que le film n'est pas exploité par son producteur, ils peuvent solidairement attaquer le producteur et le faire déchoir de ses droits de producteur pour pouvoir l'exploiter eux-mêmes. Je ne crois pas que ça a été mis dans les faits une seule fois, mais en tout cas dans le principe, cette possibilité existe. La notion qui évidemment pose problème est celle d'exploitation continue. Parce que, par exemple, un film comme Poil de carotte, dont nous sommes ayants droit, je vais essayer de le proposer à plein de gens. Mais il est possible que personne ne le prenne. J'y serai pour rien. C'est-à-dire qu'il y a une tentative d'exploitation, mais d'exploitation, il n'y en aura pas eu. Donc, la réalité, c'est que tous les producteurs mettent leur film dans un catalogue et disent, si jamais quelqu'un le veut, ils n'ont qu'à m'appeler. Et du coup, les auteurs ne peuvent pas dire, vous n'avez pas exploité mon film, puisque le film est disponible au moins dans le catalogue. Mais voilà, ça n'a jamais abouti.